C'est avec une immense joie que je vous retrouve sur la Duf FM au cours de cette semaine de confinement afin de vous proposer une série de 3 podcasts portant sur la dernière œuvre au programme, j'ai nommé La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Je sais à quel point l'épisode 1 vous a tout bonnement passionné. Devant un tel engouement, je ne peux que continuer avec un deuxième épisode que j'ai nommé Madame de Chartres, le poids d'une éducation, et je ne suis pas peu fière de ce titre. En effet, ce podcast va avoir pour objectif de vous montrer l'importance de l'éducation de Madame de Chartres, importance qui va guider l'existence tout entière de la princesse de Clèves. Mais revenons sur un passage important. L'arrivée de Mademoiselle de Chartres, je vous le rappelle si vous avez suivi, future princesse de Clèves à la cour d'Henri II. Lorsqu'elle apparaît, elle provoque l'admiration de tous, et par sa beauté, et par son éducation. Je cite le texte, « Il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde, et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. » Fin de citation. La narratrice va la décrire de façon très imprécise. Nous savons seulement une seule chose, c'est qu'elle est extrêmement belle. La narration, alors qu'on assiste au portrait de Mademoiselle de Chartres, va brusquement s'écarter d'elle pour se concentrer sur un personnage que l'on croyait alors secondaire, Madame de Chartres, qui va presque voler la vedette à sa fille. Pour un lecteur du XVIIe siècle, Madame de Chartres est un personnage étonnant, car sa vision de l'éducation se situe à contre-courant des pratiques de la noblesse à ce moment-là. Tout d'abord, son choix de quitter la cour lors du décès de son mari pour éduquer sa fille seule. Deuxième originalité, cette éducation est essentiellement féminine, ce qui n'est pas sans nous rappeler les précieuses. C'est via un présent de vérité générale que la narratrice va nous laisser transparaître son avis quant à cette éducation. Elle dit la chose suivante, « La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. » Elle va à cet instant sembler faire l'éloge de l'éducation précieuse de Madame de Chartres. En effet, l'éducation de Madame de Chartres repose sur un choix assez audacieux pour l'époque. Elle préfère dévoiler à sa fille tous les dangers de la passion plutôt que les lui cacher. Cette éducation est centrée donc sur 4 points. Les dangers de l'amour tout d'abord, la vertu, les devoirs de la femme dans le mariage et la cour. Elle va en effet montrer à sa fille tout ce qu'elle doit absolument craindre. Elle va lui proposer un portrait dévalorisant des hommes qu'elle présente comme trompeurs et infidèles. Et nous allons apprendre enfin dans cet épisode clé qu'elle multiplie les conversations sur l'amour à sa fille afin que celle-ci s'imprègne et adopte cette vision pessimiste de la passion. Mais quel regard porter sur l'influence de Madame de Chartres sur sa fille ? Mon sentiment, et il n'engage donc que moi, est que cette éducation va déterminer l'existence de la princesse, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, et qu'elle ne peut à ce titre faire librement ses choix. Après, il faut se resituer, nous sommes donc au XVIIe siècle, est-ce qu'on peut véritablement parler de liberté pour une femme ? Je n'en suis pas intimement convaincue. Il n'en demeure pas moins que Madame de Chartres fait en sorte d'être la confidente de sa fille, dans le but de connaître ses gestes et intentions. Madame de Lafayette le souligne ainsi, elle la pria non pas comme sa mère, mais comme son amie, de lui faire confidence de toutes les galanteries qu'on lui dirait. On pourrait donc presque parler de stratégie, puisque à partir de l'instant où elle devient confidente de sa fille, elle va avoir accès à tous les moments intimes de son existence. Et cette stratégie va se solder à 3 reprises par un succès. Premier succès, c'est l'instant qui suit le bal au cours duquel la princesse de Clèves et le duc de Nemours ont un véritable coup de foudre. Lorsqu'elle revient du bal, la princesse se dirige donc non pas vers sa mère, mais vers sa confidente, et avoue qu'elle a dansé avec Nemours. En racontant la soirée à sa mère, celle-ci réalise que sa fille est en train de tomber amoureuse. Elle va alors apprendre à la princesse que Nemours est un immense séducteur qui multiplie les conquêtes féminines. Est-ce qu'elle ment en présentant Nemours comme un véritable séducteur ? Non. L'information n'est absolument pas fausse. Néanmoins, c'est la volonté avec laquelle elle est dévoilée. Cette information est dévoilée afin de détourner la princesse de Nemours. On peut donc à cet instant estimer qu'il y a une forme de stratégie de la part de la mère pour que sa fille ne soit pas séduite par le duc. En effet, ce point, cette dimension séductrice du duc, va rester dans l'esprit de l'héroïne jusqu'à la fin du roman, qui demeurera persuadée que Nemours ne peut changer et préférera ne pas prendre le risque d'être un jour quittée par celui qu'elle aime.
Le deuxième succès intervient lorsque Madame de Chartres, voyant que la princesse est toujours amoureuse de Nemours, évoque une soi-disant passion entre celui-ci et la reine Dauphine. Son objectif est clair. Elle veut susciter la jalousie dans le cœur de sa fille et la convaincre que Nemours est déjà pris. Son deuxième objectif est que sa fille ne se rende plus chez la reine Dauphine, lieu qui est fréquenté par Nemours, lieu où les intrigues amoureuses ont une place de choix. Il faut savoir que certains critiques ont vu chez Madame de Chartres une attitude des plus machiavéliques dans cette stratégie de détourner sa fille de Nemours. Troisième succès est, d'après moi, le plus cruel sans doute, la discussion sur le lit de mort. En effet, Madame de Chartres, mourante, fait promettre à sa fille, je cite le texte, de ne pas tomber comme les autres femmes. Cette scène extrêmement pathétique des dernières volontés d'une mourante va sceller le destin de la princesse de Clèves. L'influence de Madame de Chartres, son éducation et ses recommandations vont résonner dans l'esprit de Madame de Clèves jusqu'à la dernière page du roman où, déterminée par cette éducation, elle va décider de quitter Nemours, de quitter la cour et de se retirer dans un couvent. En définitive, quel regard porter sur l'éducation de Madame de Chartres ? Je vous ai proposé un regard très subjectif qui n'engage que moi et qui est un regard assez négatif. Néanmoins, voilà ce que l'on peut dire. L'éducation de Madame de Chartres peut être considérée comme absolument splendide et incroyable. Elle dévoue sa vie à sa fille, elle ne cherche qu'à la préserver des dangers de la passion, et elle triomphe, puisqu'à la fin du roman, sa fille va rester fidèle à son éducation. Soit, autre perspective, on estime que son influence importante concourt à empêcher la princesse de vivre son amour pour Nemours, alors son éducation ne peut être vue autrement qu'une éducation destructrice. Ici s'achève ce deuxième podcast sur la princesse de Clèves que je vous avais promis bien plus court que le premier. Je vous retrouve jeudi pour notre dernier épisode qui va être cette fois-ci bien plus conséquent sur le trio amoureux constitué par la princesse, le prince et Nemours et sur l'aveu des personnages dans le roman. Je vous remercie et à jeudi.